Bonjour, ça va être une vidéo un peu spéciale et je pense qu'elle va être différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est parce que aujourd'hui c'est un jour qui est très spécial. Aujourd'hui c'est le 9 mai. Le 9 mai, en Russie, nous célébrons la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez me dire que c'est le 8 mai et que toute l'Europe le fait le 8 mai. Et là, encore une fois, la Russie, elle n'a pas vraiment le même calendrier que tout le monde. Et cette fois-ci, c'est tout simplement dû au décalage horaire. Parce que quand la capitulation de l'Allemagne a été signée, ça s'est passé le 8 mai, mais assez tard le soir. Je crois que c'était vers 23 heures et quelques. Ce qui a fait qu'en Union soviétique, c'était déjà le 9 mai. Donc du coup, de nouveau, on a une différence d'horaire dans la célébration de quelque chose, comme vous avez déjà pu remarquer avec autre chose. Et pourquoi je dis que c'est une date un peu spéciale pour moi? Parce que je trouve que malheureusement, on n'a pas toujours les mêmes informations un peu partout et que c'est important de se souvenir de quelque chose, des choses qui sont très importantes parce que qu'est-ce que c'était pour moi, comment je qualifie le fascisme. Pour moi, le fascisme, c'est surtout la haine des êtres humains. Le fascisme, c'était tout ce qui était lié à l'antisémitisme, c'est tout ce qui était lié à l'homophobie et tout ce qui était lié, on va dire, c'était contre l'humanité, c'était pas humain. Et l'exploit des gens qui ont combattu contre le fascisme dans les années 40, notamment beaucoup de Russes, on ne peut pas l'oublier parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop important pour le destin de nous tous, je trouve, dans le monde entier. Et c'est une des raisons pourquoi je ne peux pas, par exemple, ce jour-là, regarder beaucoup la télévision parce qu'à la télévision, on montre beaucoup ce jour-là chez nous de films qui parlent de la guerre. Et malheureusement, j'arrive pas à les visualiser. Bon, je les ai déjà vus plusieurs fois, certains, et bon, c'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. Et après, j'ai remarqué que la plupart des Russes, et surtout, je me souviens de mon grand-père, et j'ai parlé à d'autres personnes qui avaient vraiment fait la guerre quand ils étaient encore là, ils aimaient pas trop des films trop sérieux qui parlaient de la guerre. Leur film préféré, c'était plutôt des films qui parlaient des choses humaines qui se sont quand même passées en même temps pendant la guerre. Et pour que cette vidéo ne soit pas beaucoup trop triste, je vais vous mettre un petit extrait d'un film qui était le film préféré de mon grand-père. Du coup de toute la famille, parce que lui, il a été lié avec l'aviation. Et c'est peut-être une image tout à fait incroyable, mais c'est un vrai film qui a été tourné pendant la guerre. Et je pense qu'il a été fait aussi pour soutenir les gens qui faisaient la guerre, parce qu'ils envoyaient des copies du film sur le front, que les militaires ils pouvaient le regarder. Et vous allez voir la petite scène avec les trois amis, dont il y en a un qui est en convalescence après la blessure dans son avion. Et ils chantent tous une chanson, donc je mets un petit extrait et les paroles de la chanson disent que la première chose, ce sont les avions. Et alors les filles, c'est pour plus tard. Alors voilà le petit extrait de ce film. Мы друзья, перелетные птицы, только бы наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Bon, j'espère que ça vous a plu. À côté de ça, si j'ouvre aujourd'hui mon Facebook, mon Instagram, tout, je vais voir plein de photos de grands-parents, de mes amis, des personnes que j'ai en contact sur Facebook, parce que tout simplement, les gens, ils sont en train ce jour-là de se souvenir, de commémorer ces gens-là, et ça reste très fort,
Et aujourd'hui, on a plus tendance à faire passer ça par le biais de nos familles. Et c'est pour ça qu'on a des grands-parents en uniforme, on a plein de choses comme ça. Moi, je sais qu'en France, beaucoup de gens, ils ont aussi euh, fait leur apport à cette victoire. Et vous avez une grande histoire avec les maquisards. Il y a par exemple des Français qui ont combattu sur le front du côté de l'Angleterre, mais aussi même qu'il y en a eu ici en Union soviétique. Je parle notamment de Normandie-Niemen, la division des aviateurs. Et bon, c'est une chose un tout petit peu liée à notre famille également, donc je vais vous en parler un peu plus tard. Et ces gens-là, je pense qu'aujourd'hui, peut-être les familles françaises, elles commémorent aussi. Et bon, je vous mets quelques photos que j'ai prises sur Facebook, sur Instagram, des grands-parents de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Euh, je sais qu'il y a eu un énorme rôle dans cette victoire de plusieurs pays. Il y a eu bien évidemment la Russie, la France, les États-Unis et l'Angleterre, et il y a eu d'autres pays aussi. Sauf que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment du fait que malheureusement la Russie a dû combattre le nazisme presque seule pendant presque 4 ans. Ça veut dire que les nazis, ils ont commencé leur intervention en Union soviétique le 22 juin 1941. Et c'est seulement en juin 1944, ah pardon, je crois que c'est 3 ans, d'accord, c'est 3 ans, que chez nous, ça s'appelle le deuxième front qui a été ouvert. Ça veut dire qu'il y a eu cette descente de militaires par l'Atlantique qui a commencé à quand même à prendre des forces chez les Allemands et donc ça a été beaucoup plus rapide. Mais jusqu'à 1944, jusqu'au mois de juin, on était les seuls, on va dire, à combattre directement les nazis. Et personnellement, moi, il y a quelques extraits de cette guerre, de ce combat qui me touchent plus particulièrement, donc j'ai décidé de vous les donner comme exemple, de vous les citer comme exemple. Euh, donc, juin 1941, ça commence. Et le pays, il n'était pas prêt, il y a eu des raisons politiques, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça a été très rapide au départ. Donc déjà, au mois de septembre, oui, donc au mois de septembre, le 30 septembre plus précisément 1941, donc assez rapidement, ils étaient pas très loin de Moscou déjà. Et ça, c'est la date qu'on commémore pour dire que c'est la bataille de Moscou. Donc ce qui m'impressionne surtout dans ça, à part tous les morts et tout ce qui s'est passé autour de ça, l'évacuation des gens de Moscou, Moscou qui a continué à combattre, des camouflages de maisons, des attaques d'avions, donc il y a eu beaucoup de choses, mais c'est la rapidité qui est pour moi très impressionnante. Ça veut dire que entre le mois de juin et la fin septembre, ils étaient déjà à côté de la capitale. Et ça a duré pour Moscou jusqu'à avril 1942, quand on va dire que la bataille de Moscou a été plutôt gagnée en plusieurs mois, et qu'ils ont changé de direction, ils ont commencé à aller dans l'autre sens et donc de reculer de Moscou. Et par contre, ils ont combattu sur d'autres fronts en même temps. Deuxième chose, deuxième combat absolument exceptionnel, c'est le blocus de Leningrad. Donc Leningrad, qui s'appelait à cette époque-là comme ça, qui s'appelle aujourd'hui Saint-Pétersbourg, comme ça s'appelait d'ailleurs avant la Révolution. Qu'est-ce que c'était ce blocus de Leningrad? En fait, les troupes allemandes, elles ont pris la ville en blocus. Donc la ville ne pouvait plus recevoir de nourriture, il n'y avait pas suffisamment d'approvisionnement. Ils ne laissaient pas passer les convois. Il y avait plein de civils qui sont restés en ville, qui n'ont pas pu être évacués, y compris des enfants.
Et ça a duré entre 8 septembre 1941 jusqu'à 18 janvier 1943. C'est presque 900 jours de blocus. Ça veut dire que les gens à l'intérieur de la ville, ils avaient vraiment très peu à manger. Ils avaient, je crois, 80 grammes de pain par jour. Ils ceux qui travaillaient dans des usines pour fabriquer aussi des armes pour se défendre ou pour autre chose, ils devaient quand même travailler en même temps. Les hivers, surtout le dernier hiver, ils étaient particulièrement froids, il faisait jusqu'à -40, donc entre le froid, la faim, la famine et tout ça, il y a eu énormément de morts. Donc les chiffres varient. Au procès de Nuremberg, on donnait un chiffre qui était plus 600 000 personnes mortes à Leningrad pendant ces 900 jours. Certains chercheurs donnent des chiffres jusqu'à 1,5 million. Mais on sait que seulement 3% de ces gens ont été tués par des bombardements ou des choses comme ça. 97% de gens ont mouru de faim. Et ça, c'est une page d'histoire et il y a des documents qui restent de cette histoire-là qui sont absolument incroyables. Impossible de lire ça. Impossible. Une petite fille qui écrivait son carnet tous les jours, qui est décédée à la fin, qui a perdu tous ses proches, sa maman, sa grand-mère, et c'était comme ça. Et la troisième chose que j'ai choisi de vous parler, je ne vais pas rentrer en détail, tout le monde connaît la bataille de Stalingrad. La ville, elle était complètement rasée. Ça, c'était entre juillet 42 jusqu'à février 43. Et là, ce qui m'impressionne, c'est que la bataille de Stalingrad, ça a duré 6 mois et demi. Et que la ville, elle était rasée. Il n'y avait pas un seul bâtiment. Il y avait, je crois, le corps d'un seul bâtiment qui restait à la fin de cette ville. Mais la victoire de cette bataille, 1943, elle a changé complètement le courant de la guerre. Et c'est à partir de ce moment-là que les troupes russes ont vraiment changé la direction de l'avancement des Allemands et qui ont vraiment commencé à les repousser vers les frontières de l'Union soviétique. Et à ça a contribué tout le pays. Il n'y a pas que des Russes, c'était l'Union soviétique. Il y avait les citoyens de toutes les républiques, de Caucase, de l'Asie, les Biélorusses, les Ukrainiens, tout le monde ensemble était dans ce combat. Bien évidemment, j'ai choisi 3 choses à citer. Mais si vous allez vous intéresser à ça et vous allez lire des choses là-dessus, vous allez découvrir qu'il y en avait beaucoup plus, bien évidemment, d'exploits. Et donc aujourd'hui, nous avons quand même les chiffres exacts de ce qui s'est passé pendant cette guerre pour l'Union soviétique. Avant la guerre, l'Union soviétique, c'était 200 millions d'habitants. 200 millions d'habitants. Pendant la guerre, on a perdu entre 25 et 26 millions d'habitants, dont 9 millions c'était dans les combats, c'était des soldats qui ont tombé dans les combats, et 13 millions c'était de la population civile, surtout sur les territoires occupés, y compris des personnes qui ont été emprisonnées et qui ont été envoyées dans des camps de concentration. Sur le territoire allemand ou en Pologne par exemple, où on sait qu'il y avait des grands camps allemands de concentration. Donc entre 200 millions d'habitants avant la guerre perdre 25 millions d'habitants, chaque famille en Union soviétique était touchée par cette guerre. Chaque famille a perdu quelqu'un. C'est pour ça que je sens ce besoin de parler de cette date aujourd'hui et de partager ces chiffres et ces données à ceux que ça peut intéresser. Et maintenant, je vais vous parler un peu des choses un peu plus sympas et aussi liées à ma famille parce que pendant la guerre, même si ces gens qui étaient jeunes, qui combattaient, il n'y avait pas que la guerre qui se passait, il y avait aussi des belles choses de la vie qui continuaient à se passer. Et là, je vous mets ici la photo. Sur cette photo, c'est une partie de photo où il y a plus de personnes. C'est mes grands-parents qui se sont connus pendant la guerre. Il
faut que je corrige une erreur quand même. C'est pas 80 grammes, mais c'est 125 grammes de pain que c'était la norme pour ceux qui ne travaillaient pas. Un peu plus pour ceux qui travaillaient dans Leningrad. Et c'est vraiment très peu. Et c'était pas du vrai pain, c'était un peu un mélange de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Il était un peu bizarre, il n'était pas léger, il était assez composté et il n'était pas aussi nutritif, mais c'était tout ce que les gens y pouvaient avoir à Leningrad. Essayez d'imaginer le morceau de 125 grammes de pain. Alors mes grands-parents, comment ils se sont connus? Alors ma grand-mère, elle a commencé ses études en médecine juste avant la guerre. Et elle a dû les finir un peu en raccourci dans un programme accéléré et elle les a faites dans la ville de Kazan. Et en 1943, quand les nazis étaient déjà pas trop près de Moscou, elle a été nommée très jeune, imaginez, elle avait peut-être 22 ans je pense, elle avait à l'époque 22-23 ans. Elle a été nominée dans un... à 23 ans, oui, elle avait entre 22 et 23, c'est ça. Et donc, elle a été nommée chef de l'hôpital sur un aérodrome de réserve. À l'époque, cet aérodrome, quand les nazis étaient plus près de la ville de Moscou, parce que cet aérodrome se trouvait à côté de la ville de Moscou, il était militaire et les avions, ils décollaient pour combattre. Mais comme le front a déjà avancé, c'est devenu un aéroport d'entraînement. Et mon grand-père, il était dans cet hôpital déjà parce que avant, il était parti avec un des avions justement à Leningrad. Lui, il était ingénieur. Lui, pendant la guerre, il s'occupait des questions techniques liées aux avions et notamment, il faisait des recherches sur des accidents d'avion. Donc, avec un autre groupe d'ingénieurs, il travaillait pour voir les causes différentes d'accidents, pour travailler là-dessus, pour améliorer les avions dans leur développement et que il y a moins de pertes grâce à ça. Et donc, il était dans un avion. Cet avion-là, il a été abattu par un avion allemand. Donc, il a brûlé dans l'avion. Heureusement, il est resté vivant, mais il a été brûlé par une grande partie de son corps. Il était déjà dans cet hôpital et avant que ma grand-mère, qui était jeune à l'époque, est arrivée là-bas, il souffrait beaucoup parce que le traitement qu'on lui faisait avant qu'elle est arrivée, il était assez dur à supporter. Et quand elle est arrivée, elle a vu, comme elle était jeune, elle venait de finir les études de médecine, elle connaissait les nouvelles méthodes, elle a vu un baume, une crème, une pâte spéciale médicale qui venait d'être développée et qui était déjà dans cet hôpital, qui était stockée dans un grand seau. Et que les infirmières, elles ne savaient pas ce que c'est parce qu'on leur a envoyé ça et que ça avait en plus une odeur un peu bizarre. C'est la crème qui s'appelle la crème de Wisniewski par le nom de l'inventeur de cette crème, qui est absolument magnifique pour cicatriser des choses et qui enlève les douleurs. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a immédiatement mise sur le corps de mon grand-père cette crème. Et pendant des années après, il disait, au moment quand Sonia est arrivée, tout a changé très rapidement. Donc, c'était le commencement de leur histoire d'amour qui aboutit à un mariage vers 1944. Donc, elle continuait à être dans cet hôpital. Lui a travaillé sur cet aérodrome. Ils n'ont pas été dans l'armée au premier front. Ça, c'est mon autre grand-père qui l'a fait, qui était sur un Cher, qui était un chef de régiment et qui est allé jusqu'à l'Allemagne. Mais eux, ils étaient plus restés à côté de Moscou. Donc, entre-temps, mon grand-père, par exemple, il a fait avec des amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses amis ingénieurs, ils ont pris des détails de différents avions qui ont été accidentés. Et avec les détails de plusieurs avions, et en travaillant encore un petit peu plus, ils ont pu rassembler un avion supplémentaire. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé le soir, ils ont travaillé en dehors de leur travail pour offrir un avion supplémentaire à l'armée. Et ça, c'est aussi, ça fait partie de l'histoire. Ah, et j'ai oublié de vous parler de Normandie Niemann.
Bon, ma grand-mère, elle les a pas vus parce qu'ils étaient partis avant, mais mon grand-père, il les a vus parce qu'ils étaient garés avant, en 1900, je crois 42 ou 41. Ils étaient sur cette même aérodrome, ils étaient stationnés sur cette même aérodrome et ils ont combattu à partir de cet aérodrome. Mais quand l'armée est avancée avec le front, eux aussi, ils sont changés d'aérodrome, donc ils ont avancé avec le front pour s'approcher un peu de la France, pour libérer la France, je pense. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour notre famille. Et je veux dire qu'il n'y a pas que moi qui, comme j'ai dit, qui commémore ça en parlant de la famille. Le plus grand mouvement civil qui est né ici en 2012, qui est né en Sibérie, et que c'est 3 journalistes qui ont eu cette idée magnifique, ça s'appelle le Régiment Immortel. Il consiste à ce que les gens, ils impriment des portraits de leurs proches qui ont combattu pendant la guerre et ils sortent dans la rue avec ce portrait de leurs grands-parents, par exemple, arrière-grands-parents, ils sortent avec des enfants et ils font une manifestation civile comme si c'était leurs proches qui... ils le font à leur place en fait. Ils portent leur portrait, ils le font à leur place. C'est vrai que le gouvernement, plus tard, il a commencé un peu à essayer de participer, mais à la base, c'est un vrai mouvement qui est né dans le peuple. C'est pas les parades qui sont plus touchants pour nous, je trouve. C'est ce genre d'activité. Et ça a commencé en Sibérie, à Tomsk. Et après, ça s'est répandu très rapidement dans toutes les villes de Russie et même en dehors de la Russie. Même les Russes qui habitaient dans d'autres pays, ils ont commencé en petits groupes, dans ce cas-là, de le faire. Et avant le Covid, je vais vous donner le chiffre, en 2019, le dernier régiment immortel qui a été, pas en ligne, mais qui a été en vrai, parce que en ce moment, ça ne s'est pas fait l'année dernière et cette année à cause du Covid. Il y a eu, en 2019, il y a eu 10 millions de personnes qui ont descendu dans la rue avec les portraits de leurs proches partout au monde. C'était incroyable. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous mettre peut-être un petit extrait sur ça et je vous mettrai quelques liens dans les commentaires si vous voulez rentrer plus dans les détails de ce que j'ai parlé aujourd'hui. Donc je m'excuse, ce sujet il n'est pas tellement positif que ce que je fais d'habitude. Mais vraiment, il est très important pour moi et je pense qu'il est très important pour tout le monde parce que cet anti-humanisme, il ne doit jamais se répéter et parce qu'il y a des gens, il y a eu des gens qui ont vraiment, vraiment donné leur jeunesse et certains leur vie pour que nous, on puisse vivre comme on vit aujourd'hui. Et bien évidemment, on a des problèmes, c'est la vie, etc., etc. Mais c'est rien à voir avec ce qu'on a pu, ce qu'on pourrait vivre si eux, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait pour nous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin.